Il est l'heure du journal sur Green TV International. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Au sommet de cette édition, le Cialo 2023, les jeunes entrepreneurs du domaine agricole au Togo et de la sous-région ont échangé sur les moyens d'accès aux marchés sous-régionaux lors d'un panel. Le gouvernement du Kenya donne son feu vert pour le réaménagement du barrage hydroélectrique de Bogo dans l'ouest du pays. Plusieurs enjeux sont importants dans ce nouveau projet, les détails dans cette édition. Et les émissions de CO2 battent un nouveau record cette année. Les scientifiques donnent l'alerte à nouveau et préviennent une fois encore de leur impact sur le climat. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, un panel axé sur l'entrepreneuriat agricole et l'accès des TPME, MPME aux marchés sous-régionaux a marqué la 9e journée du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire Cialo de Lomé. Un rendez-vous riche en partage qui s'est déroulé sur le site du CETEF qui accueille cette 10e édition. Le compte rendu avec Irène Papadina, Rafietou Mbérekou et Mohamed Aïma. Les activités de cette 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Cialo se sont poursuivies le mercredi 18 octobre autour d'une nouvelle thématique. Il s'agit de l'entrepreneuriat agricole et l'accès de très petites entreprises TPE et mouvement des petites et moyennes entreprises MPME aux marchés régionaux. Cette rencontre d'échange a connu la participation d'experts du secteur agricole comme le chef division promotion entrepreneuriat agricole, M. Akakbo Kofi Maoli, qui a parlé des enjeux et des défis du secteur de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Selon lui, l'entrepreneuriat agricole au Togo est aujourd'hui comparable à un enfant qui rampe et qu'au fil du temps, ce secteur sera debout. Ce rendez-vous d'échange a également connu la participation de M. Salami Moustao, président du réseau des jeunes producteurs et professionnels agricoles du Togo, qui a parlé de son réseau qui rassemble tous les jeunes du secteur agricole, formés ou non. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont des centres de formation nationale qui s'installent et il y en a qui n'ont pas aussi reçu des formations mais qui s'installent dans le domaine agricole. Donc le réseau s'ouvre à tout ce monde et les met ensemble histoire de réfléchir à leurs défis et accompagner leur épanouissement. Oui, je dirais qu'au-delà du jeune entrepreneur, le salon est une opportunité pour tout agriculteur. C'est l'opportunité de se faire connaître, de faire connaître ses produits. Également, c'est l'occasion de faire du B2B, de rencontrer les autres partenaires, les autres acteurs du secteur et de pouvoir créer des cadres pour pouvoir mieux faire connaître ses produits, avoir accès à des opportunités qu'on ne peut pas se permettre d'avoir si on est cloisonné dans son petit coin. À travers ce panel, j'ai vu qu'il y a grand monde qui n'avait pas connaissance du réseau. Ça a permis au réseau de se faire connaître, mais également nous avons échangé avec les autres acteurs du ministère, de la FAO et aujourd'hui, je pense que nous partageons les mêmes défis. Nous avons la même vision, celui de vraiment redorer le blason de l'entrepreneuriat agricole. L'accès aux marchés régionaux et l'encouragement des jeunes à s'investir de plus en plus dans l'entrepreneuriat étaient également abordés dans ce panel. L'accès aux marchés régionaux, comme le panel l'a dit, il n'est pas aujourd'hui facile de passer des frontières avec ces produits sans respecter un certain nombre de conditions. Et je crois que l'État et les partenaires font des efforts en vue de permettre aux transformateurs et aux producteurs en général de pouvoir certifier leurs produits et comme ça, nous pourrons passer nos frontières tant africaines, pourquoi pas l'international. Donc c'est pourquoi nous appelons le gouvernement et les partenaires à accompagner davantage les promoteurs à la certification de leurs produits parce que c'est vraiment pas facile aujourd'hui. L'entrepreneuriat agricole, comme toute autre entreprise, n'est pas aisé, surtout dans notre contexte africain où les accompagnements ont longtemps fait défaut et aujourd'hui également le financement reste un défi. Mais néanmoins, si nous sommes arrivés, nous sommes partis de rien et nous disons à nos jeunes frères de croire. Il faut y croire. Moi je dis toujours, et quand on a la volonté, rien n'est impossible.
Cette rencontre d'échange a également connu la participation de Madame Ruth Atoglo, ingénieure en agribio, et du Dr Rezou Bodjona, psychologue de travail, et de plusieurs exposants de ce salon qui ont interagi. Ce panel a pris fin sur une note de satisfaction car les experts ont répondu aux inquiétudes de tous ces entrepreneurs présents. Il est nécessaire de revenir à la terre car la terre ne trahit jamais. Au Sénégal, les sachets d'eau potable provoquent une catastrophe écologique. Les sachets polluent les rues et les places des villes sénégalaises. Malgré une loi interdisant la pollution plastique et l'usage des sachets plastiques, ceux-ci sont toujours commercialisés à cause de leur création d'emplois. Retrouvons Irène Pakpadina pour plus de précisions. Au Sénégal, les sachets d'eau à usage unique ont provoqué une catastrophe écologique. Facile à transporter, moins cher que les bouteilles et facilement disponibles, les petits sachets d'eau potable font partie intégrante de la vie de la population sénégalaise. Amadou Diallo s'est spécialisé dans leur fabrication. C'est ça qui prend l'eau au niveau du robinet. Et puis, ça vient au niveau des réservoirs. J'ai 2 réservoirs de 1000 litres. C'est-à-dire, les 2 réservoirs, c'est 2000 litres. Maintenant, après ça, il y a une pompe. C'est la pompe qui tire l'eau pour amener vers la machine. En passant par ces filtres que vous voyez. Il y a 3 filtres et puis un charbon. Les filtres, ça filtre l'eau. Le charbon, ça améliore le goût. Même si le Sénégal avait adopté en 2020 une loi interdisant l'usage des plastiques, cela n'impacte pas la commercialisation des sachets d'eau dont la fabrication et la distribution font travailler des milliers de personnes. À Dakar, la capitale, personne ne prête attention aux déchets plastiques qui traînent un peu partout, dans les rues et sur la plage. Sur la plage de Yann, ils se mêlent à la masse de déchets drainés par les eaux nauséabondes de canalisation défectueuses. Ils jonchent les abords des stades et le pied des chantiers. Ils sont même présents dans nos aliments. Ce microplastique peut être ingurgité par les animaux errants ou même les ovins, les bovins qu'on trouve dans la nature. Les poissons également. Et on s'est rendu compte depuis quelque temps, dans nos assiettes, on mangeait du microplastique, venant du poisson, venant de la viande, etc. Donc finalement, ce qui était un défi environnemental, les sachets plastiques de la nature, c'est devenu un défi sanitaire. De nombreuses unités de fabrication de sachets d'eau manquent de pratiques d'hygiène, sans contrôle sanitaire, car certains ateliers opèrent clandestinement. Plus de 250 000 tonnes de plastique sont jetées chaque année et près de 30 000 seulement sont recyclés. Ces sachets sont un produit de consommation courante dans d'autres pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Allons dans la Corne de l'Afrique, le gouvernement du Kenya donne son quitus au Kenya Electricity Generating Company pour le réaménagement du barrage hydroélectrique de Gogo dans l'ouest du pays. Sa capacité représente un progrès dans le secteur de l'énergie et est également porteur de croissance économique, de création d'emplois et d'amélioration des moyens de subsistance pour la population du Kenya. Alexandre Adikambi nous en dit plus. Réuni récemment au conseil de cabinet au State Lodge à Kisumu, à l'ouest du Kenya, le gouvernement a approuvé le projet de réaménagement du barrage hydroélectrique de Gogo. Il permettra donc le réaménagement des installations existantes sur les rives de la rivière Kuja dans la contrée de Migori. La centrale hydroélectrique mise en service en 1958 affiche une capacité de 2 MW et souffre de pannes fréquentes et difficultés d'approvisionnement en pièces détachées en raison de la vétusté de son infrastructure. Ce projet ne représente pas seulement un progrès dans le secteur de l'énergie, mais il est également porteur de croissance économique, de création d'emplois et d'amélioration des moyens de subsistance pour les communautés, tout en contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'énergie propre. Le Kenya dispose déjà de l'un des mix électriques les plus diversifiés, installé de 2819 MW, dont 828 MW produits à partir de la géothermie. Une partie de l'électricité du réseau est également produite à partir du solaire photovoltaïque, de l'éolien ou encore de la biomasse. Mais le pays d'Afrique de l'Est continue tout de même d'importer des combustibles fossiles qui permettent de générer 949 MW selon Power Africa. Toujours au Kenya,
Le fournisseur du système d'irrigation solaire Sunculture obtient du financement pour promouvoir l'irrigation solaire en Afrique et accélérer l'innovation agricole. Les fonds sont apportés par Nitio Financial Intermediary, un véhicule d'investissement mis en place par la plateforme Nitio, spécialisée dans le financement des énergies renouvelables basées sur l'intelligence artificielle. Retrouvons Alexandra Adekambi. L'attrait des investisseurs pour les solutions de Sunculture ne cesse de croître. Le fournisseur de systèmes d'irrigation à l'énergie solaire basé à Nairobi au Kenya vient d'obtenir un nouveau financement de Nitio Financial Intermediary, un véhicule d'investissement mis en place par la plateforme Nitio, spécialisée dans le financement des énergies renouvelables basées sur l'intelligence artificielle. Grâce à ce financement, Sunculture pourra augmenter sa production, lui permettant ainsi de toucher davantage de petits exploitants agricoles qui ont besoin d'un accès abordable et fiable de l'énergie et à l'eau pour améliorer les rendements agricoles nécessaires à leur subsistance et à celle des populations. Pour mémoire, l'entreprise kenyane fondée en 2012 conçoit, fabrique, finance et entretient des systèmes d'irrigation alimentés à l'énergie solaire basés à Internet des objets pour les petits exploitants agricoles, leur permettant ainsi de dépenser moins tout en cultivant plus. Cela a permis à Sunculture d'être en mesure de proposer à la fois des ventes au comptant et un financement pay-as-you-grow par le biais de ses canaux de vente directs et de ses distributeurs, de vendre plus de 45 000 systèmes à ce jour et de proposer des systèmes d'irrigation solaire sans batterie. La société s'est également développée dans de nouvelles régions de vente par le biais d'une entrée directe sur le marché international, de joint ventures et de partenariats gouvernementaux. Sunculture compte également s'appuyer sur le financement de Nitio pour mettre sur pied des outils encore plus révolutionnaires à la disposition des petits exploitants agricoles. L'année 2023 en cours ne finit pas de battre des records. Et cette fois-ci, le nouveau record qui pourrait être battu est celui des émissions de dioxyde de carbone CO2. D'après une étude préliminaire, l'année 2023 en cours est en passe d'enregistrer une hausse de 1 degré Celsius en matière d'émissions de dioxyde de carbone. Suivant. Les émissions de dioxyde de carbone pourraient augmenter de 0,5 à 1,5% d'ici la fin de cette année 2023. C'est ce que révèle une étude préliminaire menée par un groupe de scientifiques européens. En effet, les émissions mondiales de CO2 sont essentiellement dues à la combustion des énergies fossiles et sont les facteurs principaux du réchauffement de la planète. Elles continuent d'augmenter et rien qu'en 2023, on pourrait noter une progression d'environ 1% d'après les travaux du chercheur norvégien Glenn Peters. Ce dernier, qui dirige les recherches de l'Institut de recherche climatique Cicero, explique que si l'humanité veut atteindre ses objectifs de réduction de près de la moitié des émissions de la pollution carbone au cours de cette décennie, les émissions mondiales de CO2 auraient dû chuter d'environ 5% cette année. Cela pourrait ainsi limiter les effets dévastateurs et désastreux de ces émissions sur le climat. Cette situation rend difficilement tenable l'objectif le plus ambitieux des accords de Paris sur le climat lors de la COP21. Celui-ci visait à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Au-delà de ce seuil, les scientifiques préviennent un risque de déclenchement de dangereux points de basculement dans ce système climatique. L'Agence internationale de l'énergie avait déclaré en début d'année que pour la première fois, la demande mondiale de pétrole, de gaz et de charbon devrait atteindre son maximum au cours de cette décennie. Cette augmentation se justifie par la croissance spectaculaire des technologies énergétiques plus propres et plus respectueuses de l'environnement. Le chercheur Glenn Peters trouve que la moitié du travail est fait en développant les énergies propres. Mais l'autre part du travail qui consiste à s'éloigner des combustibles fossiles n'est pas considérée. Il faudrait alors trouver et mettre en place des mécanismes pour trouver des solutions rapides aux émissions de gaz à effet de serre. Allons en France pour poursuivre cette édition. La température des cours d'eau dans le département de l'Oise augmente ces dernières années. Conséquence tirée du réchauffement climatique, ceci impacte dramatiquement la faune et la flore, mettant en danger la vie des espèces aquatiques qui y vivent. On fait le point avec Rafiatou Mbireko. La faune et la flore locale font face aux conséquences de la montée des températures dans les cours d'eau de l'Oise en France. Depuis 2019, la Fédération de pêche de l'Oise a installé 28 sondes thermiques sur 1500 km de cours d'eau du département. Selon Mathilde Castro, présidente de la Fédération de pêche de l'Oise, les températures ont augmenté de 1 à 2 degrés Celsius.
C'est un début de saison plus précoce au mois de mai et une saison estivale prolongée, a évoqué la spécialiste. Ce contexte est encore plus stressant pour la faune aquatique, a-t-elle souligné. Entre mars 2022 et mars 2023, la température maximale en aval de l'Oise a atteint 24,6 degrés Celsius contre 23,7 degrés Celsius l'année précédente, a rapporté Le Parisien. Les espèces les plus résistantes et invasives menacent la biodiversité locale. La truite fario est par exemple vulnérable. Des températures supérieures à 19 degrés Celsius l'empêchent de se reproduire et au-delà de 24 degrés Celsius, elles deviennent létales. Face à ces phénomènes, des travaux de renaturisation des rivières et de la plantation d'arbres le long des berges sont envisagés pour maintenir des zones de fraîcheur afin de sauver les espèces aquatiques de ces cours d'eau et lutter contre le changement climatique. Toujours en France, la chasse aux marmottes est désormais ouverte. La préfecture de la Savoie a autorisé pendant 2 mois l'abattage du petit rongeur à la demande des agriculteurs. Ils l'accusent d'endommager leurs terres et 6 associations de défense de l'environnement ont attaqué l'arrêté de cette préfecture qu'elles jugent anarchique. Bafetou Birkou pour les détails. Après une décision prise par la préfecture du Savoie, les marmottes peuvent être chassées du 10 septembre jusqu'au 11 novembre. Interdite depuis 1992 en Italie, la chasse aux marmottes reste autorisée en France. L'année dernière, plus de 1000 marmottes ont été tuées sur tout le territoire, dont 423 en Savoie. Cette année, la préfecture du département a de nouveau autorisé cette chasse. Cet animal est reproché d'endommager les terres des agriculteurs. Mais plusieurs associations environnementales vont déposer un recours en référé devant le tribunal administratif de Grenoble en Isère pour contester l'arrêté relatif à l'abattage des marmottes. C'est une bataille qui commence notamment avec les chasseurs et certains agriculteurs locaux. La marmotte est pourtant un animal protégé par l'annexe 3 de la Convention de la vie sauvage et du milieu naturel Europe. Selon le document officiel de la préfecture, les terriers creusés par l'animal dans les prairies occasionnent des blessures aux bovins, parfois aux exploitants avec des entorses, des casses de matériel de fauche, des dégradations de tuyaux d'arrosage. Lors de l'audience, le tribunal administratif de Grenoble, suite au recours déposé par ces associations environnementales, a contré l'autorisation préfectorale de cette pratique. Et pour clore cette édition, notons que l'existence d'une tempête solaire vieille de plus de 14 000 ans a été révélée par des scientifiques de l'université de Leeds en Angleterre et du Collège de Paris en France. Cette découverte a été possible grâce à l'analyse des troncs d'arbres préhistoriques. Jusqu'ici, la plus grande tempête connue est celle survenue en 1859 et dénommée Carrington. Léon Sako nous en dit plus. Une analyse de troncs d'arbres préhistoriques a révélé l'existence de la plus grande tempête solaire vieille de plus de 14 000 ans. Notons qu'une tempête solaire survient lorsque le Soleil éjecte d'énormes volumes de particules énergétiques dans l'atmosphère terrestre. Jusqu'ici, la plus grande tempête solaire connue et observée était celle de 1859, connue sous le nom de Carrington. Ce phénomène avait entraîné la destruction des machines et créé une lueur donnant effet d'être en journée en pleine nuit. Néanmoins, une équipe scientifique internationale issue de l'université de Leeds et du Collège de France vient d'établir qu'il y a eu une tempête solaire plus importante il y a 14 300 ans. Ces chercheurs ont pu remonter aussi loin dans le temps et dater ce phénomène en arrivant à lire dans des troncs d'arbres préhistoriques originaires des Alpes du Sud. En découpant des échantillons de bois dans chaque cerne, ils ont identifié du carbone 14 de 14 300 ans. Éric Lagadec, astrophysicien, souligne que si du carbone 14 supplémentaire se forme, c'est parce que des particules d'énergie ont traversé l'atmosphère en provenance du Soleil. La connaissance de cet événement, vieux de plus de 14 000 ans, apporte ainsi de nouvelles lumières sur les activités du Soleil. D'après les travaux publiés du lundi 9 octobre dans la Royal Society et relayés par le journal Le Monde,
Si une tempête solaire similaire survenait aujourd'hui, elle détruirait une bonne partie de nos systèmes de communication et créerait des pannes énormes dans le réseau électrique. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que des troncs d'arbres permettent de lire le passé. Ils sont utiles pour avoir des informations sur le climat des siècles passés, permettant de comprendre année par année le fonctionnement de l'arbre et d'y voir des traces de sécheresse, d'inondations, d'éneigement et même d'ouragans. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne TV International.